Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Pourquoi la modification du décret paysage dans l'enseignement supérieur suscite-t-elle autant de passion avec d'un côté des étudiants qui réclament un assouplissement, de l'autre côté une partie de leurs professeurs qui craignent qu'on ne détricote un décret jugé utile. Alors vous le savez, ce débat est très politique. Il a fait voler en éclats la majorité au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous propose ce soir de revenir aux sources en écoutant une représentante des étudiants et un membre du corps enseignant, avec donc deux points de vue très contrastés sur le sujet. Le décret paysage, c'est notre débat de ce soir. Voilà, et nous accueillons donc sur notre plateau Eric Van den Hout. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes surtout le membre d'un groupe de vigilance qui s'est constitué pour défendre le maintien de ce décret paysage dans la dernière version qu'on a connue, celle de Valérie Glatini et puis Emilia Oxage. Bonsoir. Bonsoir. Nos téléspectateurs vous ont déjà vu sur nos antennes. Vous êtes la présidente de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Avant de vous donner la parole, un avertissement, parce que nous enregistrons ce débat en début d'après-midi, au moment où débute la séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que nous ne connaissons pas encore le déroulé de cette séance parlementaire et encore moins l'issue du vote. Et pour commencer, je vous propose d'entendre un témoignage, celui de Frédéric Dardenne, ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était ce matin sur notre antenne. Il nous expliquait pourquoi sa formation politique, le Parti socialiste, tenait à voter une modification du décret paysage le plus vite possible. Retarder les votes n'aurait pas de sens et donc je pense vraiment qu'il y aura vote cette fin d'après-midi. Je tiens vraiment à insister sur le fait que on ne va pas faire réussir des étudiants qui n'ont pas réussi. Ça, c'est évidemment les professeurs qui voient si l'étudiant a bien acquis les matières. C'est simplement la finançabilité, c'est-à-dire la capacité de poursuivre. Pour qu'on soit bien clair, Emilia Oxage, on va essayer d'être très pédagogique ce soir, si on peut. Un étudiant finançable, ça veut dire un étudiant qui a le droit de se réinscrire. Un étudiant non finançable, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se réinscrire. C'est ça qui est en jeu? Mais donc, ce que ça signifie être finançable, ça veut dire que l'État va financer une partie des études de l'étudiant pour qu'il puisse poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur, en haute école, en université ou en école supérieure des arts. Donc c'est vraiment un choix politique de pouvoir financer les étudiants selon certains critères de finançabilité. Ouais, et pour être quand même très complet et très précis, il peut arriver que des universités ou des hautes écoles décident de garder un étudiant non finançable? C'est possible? Et donc il existe des exceptions, effectivement, où les étudiants font des recours et ils peuvent être vraiment inscrits sous dérogation, donc sous fonds propres des établissements. Donc c'est vraiment des exceptions qui sont effectivement possibles pour les étudiants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre crainte avec un certain nombre d'étudiants non finançables peut-être à la rentrée prochaine, ça veut dire que ces étudiants-là, ils doivent quitter l'enseignement supérieur? Les études, c'est fini pour eux. C'est ça que ça veut dire concrètement? En tout cas, il y a beaucoup d'étudiants qui risquent d'être exclus soit de leurs études ou alors forcés de se réorienter dans d'autres études ou complètement ne plus pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Donc c'est ça le risque actuel avec la réforme du décret paysage qui va vraiment augmenter ce chiffre d'étudiants qui seront exclus. Alors, on va rester toujours dans les principes de base. Eric Van den Hout, vous êtes bien d'accord avec ça? D'abord, la finançabilité, c'est la possibilité de se réinscrire. Ce n'est pas l'obtention d'un diplôme. On est bien d'accord que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'obtention d'un diplôme. C'est lié effectivement à une réinscription qui se fait directement, qui peut se faire directement. Alors qu'il est vrai qu'il y a des étudiants qui sont non finançables, mais qui, chaque année, il y a comme ça certains étudiants qui sont non finançables, mais pour lesquels les établissements admettent quand même la réinscription. Donc, il y a effectivement, mais ça reste un très petit groupe en réalité. C'est marginal. C'est marginal, tout à fait. Si ça devenait autre chose que marginal, si ça devenait un groupe substantiel, plusieurs centaines d'étudiants, ça pèserait sur les finances des universités? Ça poserait un problème pour les finances des établissements d'enseignement supérieur, c'est certain. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette notion de coût près, de non-finançabilité? Ça veut dire en fait de fin des études. Pourquoi est-ce que vous êtes attaché à cette notion? Mais en réalité, on fait une différence, on fait une dissociation un peu artificielle entre la réussite et la finançabilité. En réalité, les deux sont liés parce que les conditions de finançabilité font référence aux conditions de réussite. Et les conditions la réussite, en réalité, ça c'est un constat que nous avons pu faire, est directement influencé par la durée que l'étudiant a. C'est-à-dire que l'étudiant va mettre en place des stratégies en fonction de cadres réglementaires. S'il a plus de temps, il va prendre plus de temps. S'il a moins de temps, il va le faire en moins de temps. Et donc, à partir de là, il va évidemment y avoir une incidence sur la question de la finançabilité, de par
les stratégies de réussite qui sont mises en place. Je traduis, comme ça, Bien sûr. je suis sûr d'avoir bien compris, vous allez me le confirmer. Plus on autorise l'étudiant à étudier longtemps, donc à être finançable longtemps, moins il a finalement d'incitant, c'est un peu la carotte et le bâton, à réussir son diplôme au plus vite. C'est en tout cas le constat qu'on a pu faire suite à l'entrée en vigueur du décret Marcourt en 2014, c'est qui a laissé beaucoup plus de temps, et la conséquence c'est qu'il y a eu une rallonge de la durée moyenne des études. Et vous confirmez que cette année, pour les premiers examens qui ont déjà eu lieu, ou pour l'année dernière, il y a eu un taux de réussite plus important que l'année précédente, avec le nouveau décret qui s'appelle le décret Glacquini? Il y a une légère augmentation du taux de réussite, mais évidemment, c'est trop tôt pour pouvoir évaluer les choses. Il faut pouvoir évaluer les choses sur un cycle de 5 ans, parce que c'est ça la durée du cycle des études. Ça, c'est certain, mais on constate surtout qu'il y a plus d'étudiants dans les auditoires et qu'on a un taux d'absentéisme beaucoup moins élevé au niveau des évaluations. Alors, Emilia Oxage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il y a effectivement des étudiants qui, s'ils n'ont pas le coup près, finalement ne sont pas peut-être suffisamment focalisés sur leurs études et qui prennent plus de temps qu'ils ne devraient en prendre? Mais on est d'accord sur les constats. Effectivement, les étudiants rallongent leurs études. Il y a de moins en moins d'étudiants qui sont dans les auditoires. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que ces étudiants rallongent leurs études? Est-ce que c'est une question de manque de clarté vis-à-vis des balises? Ou alors est-ce que les étudiants, en fait, ne sont pas dans les auditoires et ils ratent leur examen parce qu'en fait, ils doivent aller jobber au lieu de se rendre en cours, parce que en fait, le coût de la vie, le coût des études a augmenté. Ces étudiants n'ont pas d'autre choix que de devoir jobber. Le nombre de jobs étudiants en 10 ans a augmenté de 70%. Et en plus de ça, en parallèle, on a vraiment un sous-financement de l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de profs pour tous les étudiants, il n'y a pas assez d'encadrement, il pleut dans nos éditoires. Et en fait, c'est ça qui provoque le rallongement des études. Et on ne peut pas, dans ce débat-ci, responsabiliser le taux d'échec entièrement sur les étudiants, alors qu'il est en première session en janvier de plus de 50%. On ne peut pas dire que 50% des étudiants sont des fainéants et ratent par le plaisir de rater, parce que les études sont plus longues. Il faut pouvoir avoir une vraie analyse sociologique de la situation et de ce que vivent les étudiants. Alors, je me retourne vers le professeur Eric Van Noot. Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a aussi des difficultés d'encadrement et qu'on pourrait peut-être mieux encadrer les étudiants? Oui, mais précisément, elles sont liées à ce système auquel la réforme Glacquini essaye de mettre fin. Nous avons en réalité, le but de la réforme Marcourt, c'était d'avoir donc une ça, c'est augmentation. le décret paysage, première version. Voilà, première version 2014, c'était d'avoir plus d'étudiants diplômés. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, on a une augmentation du nombre d'inscriptions, mais on a moins d'étudiants qui sont diplômés. En d'autres mots, il y a un paquet d'étudiants qui restent quelque part coincés, sans repère, au milieu. Et ça, évidemment, ça pèse lourdement sur l'encadrement, sur les locaux, sur la disponibilité des locaux, on a des problèmes de locaux, sur aussi les méthodes d'évaluation. Je comprends bien que parfois on dise, mais finalement, une évaluation qui est que des QC, où ce sont que des QCM, que des QRM, est-ce que c'est vraiment pertinent? Sont multiples, hein. Voilà, exactement. Et là aussi, on constate qu'en fait, tout ça est venu, ou ça a été considérablement aggravé par le décret Marcourt. Alors, j'entends que vous êtes parfois d'accord sur les constats, mais pas évidemment sur le remède à apporter. Mais là, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème avec des étudiants qui restent englués, je vais reprendre ce terme-là, pendant des années dans leurs études, et on savait que du décret précédent, par exemple, on avait des étudiants qui se retrouvaient avec un crédit de première année qu'ils n'avaient toujours pas passé 4 ou 5 ans après. Est-ce que ça, il ne fallait pas y remédier quand même? Mais en fait, je ne comprends pas de quel étudiant vous parlez. Peut-être une fine minorité qui doit encore trouver ses marques dans l'enseignement supérieur, mais on parle quand même d'un étudiant sur 3, selon le gouvernement en 2019, qui est en situation de précarité étudiante. On parle quand même d'un étudiant sur 2 qui doit jobber pour pouvoir payer ses études. Donc on parle d'une large majorité d'étudiants qui ne peuvent pas forcément être en cours, ne peuvent pas se concentrer pour pouvoir réussir leur examen. Et donc, effectivement, sur les constats, on est entièrement d'accord. Il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir accompagner les étudiants vers la réussite. Et ces étudiants prennent plus de temps pour réussir. Mais au final, ils ont quand même eu un diplôme. Mais donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on les accompagne pour qu'ils aient le diplôme le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas payer une année supplémentaire chaque année par plaisir. Ça nous coûte 10 000 €. C'est énorme. Nos parents ne peuvent pas la payer. Et donc nous, ce qu'on demande aux professeurs et ce qu'on demande également au gouvernement, c'est de vraiment agir avec nous pour un refinancement de l'enseignement supérieur plutôt que de diminuer le nombre d'étudiants en les excluant. Alors, il y a une précision qui est sans doute importante. C'est de savoir
quel aménagement on parle? Dans ce que vous venez de me dire, Emilia Oxage, moi j'entends un problème structurel qui risque de ne pas se résoudre l'année prochaine, alors que dans les propositions qui sont notamment débattues au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle quand même plutôt d'un système d'exemption pour une année, parce qu'on est dans une année particulière, avec un changement de décret pour une partie des étudiants, pour l'impact du Covid pour une autre partie des étudiants. Ça veut dire que si on vote un aménagement sur une seule année, ce ne sera pas suffisant pour la FEF? Non, ce ne sera pas suffisant, mais il y a une question d'urgence pour les étudiants ici qui vont être exclus par les nouvelles règles. Donc c'est important de pouvoir avoir un vote sous ce gouvernement-ci, parce qu'en septembre, avec un nouveau gouvernement, il sera trop tard, parce que les inscriptions auront déjà eu lieu. Donc il y a un timing qui est important et qui est urgent de devoir agir maintenant sur la réforme des décrets paysages. Et nous, ce qu'on demande aux politiques, c'est dès le prochain gouvernement d'agir sur leur financement de l'enseignement supérieur, de pouvoir écouter les recteurs et les rectrices, les directeurs, tout le monde, tous les acteurs qui demandent un refinancement. Alors, le décret paysage, ça ne concerne pas que les universités, il s'applique également aux hautes écoles. On va écouter Emmanuelle Avren, elle est directrice de l'EFEC. L'EFEC, c'est une haute école importante, elle accueille plus de 8000 étudiants avec 6 campus en région bruxelloise et à Louvain-la-Neuve. Elle était jointe par Loïc Streuil, c'était la semaine dernière, on était le 16 avril, on l'écoute. Donnons-nous le temps d'évaluer cette réforme au terme de la prochaine année académique sur des données qui sont alors fiables et vérifiées. Donnons-nous le temps de la mettre en œuvre et puis effectivement que chaque établissement dans ses responsabilités soit attentif à la situation individuelle des étudiants. Évidemment, ça je le plaide aussi. Nous sommes maintenant à 1 mois et demi du début de la session d'examen. Vous imaginez ce que représente une mise à plat d'un système que l'on travaille depuis 2022. Alors, je me tourne vers Eric. Est-ce que vous êtes globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit? On aurait pu laisser aux établissements et aux jurys la possibilité de repêcher l'un de votre étudiant? Il y a effectivement quelque chose qui est assez incroyable dans ce débat, c'est que systématiquement, on présente les choses comme si les dispositifs que nous mettons en place justement pour accompagner les étudiants, pour éviter certains drames humains, comme si ces dispositifs n'existent pas. En fait, ce pourquoi on se tourne maintenant vers le politique, ce sont des choses qu'on fait depuis des années. C'est-à-dire qu'avec les jurys, on prend en compte les situations individuelles des étudiants, on arrive à trouver des solutions. On nous a demandé pendant la période Covid de faire preuve d'une certaine bienveillance, ce que nous avons fait également. Donc toutes ces choses-là, en fait, tous ces dispositifs-là, ils existent au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Et ce qui est vraiment affligeant aujourd'hui, c'est de constater que finalement, on ne fait plus confiance aux établissements d'enseignement supérieur, alors que nous sommes sur le terrain et que nous voyons directement comment on peut aider les étudiants. Ouais, mais c'est aussi peut-être une manière de garantir une forme de sécurité juridique, d'éviter des recours ou des inégalités entre un jury et l'autre, Éric Van Den Hout? Non, pas spécialement, parce que justement, les jurys sont au plus près, en réalité, des situations individuelles, et il n'y a pas pire en termes de respect de la règle de l'égalité que de traiter de la même manière des étudiants qui sont dans des situations différentes, et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez avoir connaissance de la situation de précarité, entre guillemets, des étudiants, de la situation personnelle, et décider au moment du jury d'être plus ou moins souple? Il y a plusieurs niveaux. Il y a la question de la réussite de l'étudiant, et souvent les étudiants d'ailleurs s'adressent au jury pour invoquer des circonstances personnelles qui sont alors prises en compte pour voir si on peut combler un déficit de réussite. Mais il y a aussi la possibilité pour l'étudiant de s'adresser à l'établissement quand il s'agit de données qui sont peut-être aussi plus sensibles et de demander un étalement. Cette possibilité-là, elle existe dans le dispositif et la réforme Glatini n'y touche absolument pas. Ouais, Emilia Oxage, vous y croyez à la mansuétude, à la compréhension du jury? Mais j'entends bien la bonne volonté du jury et je ne la remets pas en question. Et je pense que les débats qu'il y a sur la réforme du décret paysage touchent vraiment les questions de finançabilité. Donc, est-ce que l'État va financer, oui ou non, un étudiant et ne touche pas aux règles de réussite de savoir comment est-ce qu'un professeur évalue, est-ce que oui ou non, on va le laisser anticiper des cours de l'année prochaine. Tout ça n'a pas été touché par les débats qui sont en cours maintenant au Parlement. Donc, vraiment, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est plus de 1000 dans un auditoire, les jurys ne peuvent pas connaître leurs étudiants, ils ne peuvent pas savoir ce qui se cache derrière notre parcours, c'est impossible. Et ça, c'est pas
de la faute des jurys, c'est de la faute du manque de financement. Ouais, un mot sur votre comité de vigilance, Eric Van den Heuvel, parce que vous avez pris la parole à plusieurs reprises dans les médias. Vous avez lancé une pétition, combien de signataires 4500 plus ou moins maintenant. Ouais. Vous avez le sentiment que vous représentez une majorité du corps professoral? Au niveau du corps professoral, clairement, oui, une majorité, oui. Certainement pas l'unanimité, mais une majorité très claire. Oui. Y compris à l'ULB, on entend des gens qui ne pensent pas comme vous. Écoutez, il y a eu un appel des doyens qui a été signé, de 50 doyens, qui a été signé par 10 doyens sur les 12 de l'ULB. Donc, clairement... Il y a une partie des enseignants, et il y a eu des communications du recteur qui reconnaissaient quand même qu'il y avait un problème. Vous reconnaissez qu'il y a un problème spécifique pour ces années qu'on est en train de vivre ou pas? Alors, il y a un problème spécifique, mais qui, en réalité, de nouveau, n'est pas un problème, parce que c'est des situations qu'on peut gérer et qu'on gère au niveau des établissements et au niveau des jurys. C'est la situation des étudiants qui ont réussi tous leurs crédits, mais qui ont un PAE de moins de 45. Donc oui, c'est un langage très particulier. Donc un programme annuel d'études de moins de 45 crédits. Et là, il y a une règle dans la transition qui n'a pas effectivement tenu compte de cette catégorie-là d'étudiants. Je peux avoir réussi tous mes crédits, mais comme j'en avais pas 45, voilà, je n'étais non finançable. Mais à partir du moment où ce programme a été approuvé par l'établissement, je vois mal comment l'établissement pourrait refuser dans ces cas-là. Et ça concerne vraiment, pour l'ULB, on parle de 45 étudiants sur 334. Donc, je vois mal comment l'établissement pourrait refuser cette réinscription-là. Alors, je vous propose d'avancer encore un petit peu dans notre débat. On va réécouter Frédéric Dardenne. C'est toujours un extrait de l'interview qu'il nous a accordée ce matin. J'ai sollicité qu'on en parle. J'ai sollicité des informations complémentaires de la part du MR. C'est une ministre MR qui est c'est Françoise Berthiaud. Tout à fait. Elle ne vous a pas répondu, elle n'a pas entendu vos questions? Elle n'a pas pu nous fournir des réponses à nos questions. Et je peux comprendre, et ici ce n'est pas pour l'excuser, mais je peux comprendre que c'est difficile évidemment de donner des chiffres précis alors que les sessions n'ont pas encore eu lieu. Donc on peut avoir des estimations. Voilà, on pouvait avoir des estimations, on pouvait avoir des chiffres un peu plus précis que ceux qui ont été donnés. Et face à cet inconnu, et pour le bien des étudiants, et de leur famille d'ailleurs, nous avons préféré déposer PS Écolo cette proposition. Alors, je me retourne vers vous, Émile Oxage, parce qu'elle est sensible, cette question, de savoir de combien d'étudiants, finalement, on parle. Vous aviez annoncé le chiffre de 75 000. Il venait d'où, ce chiffre? Mais donc, ce chiffre, il vient vraiment du travail que doit faire la représentation étudiante. Une nouvelle réforme sort, la FEF est consultée, notre rôle est de consulter les étudiants. Et donc, on a pris 3 grandes balises. On a demandé aux étudiants, est-ce que oui ou non, vous aurez pu être finançable avec cette réforme. Donc, c'est un sondage sur base de déclaratifs. Donc oui, mais en fait, notre rôle, quand le gouvernement fait une réforme sans connaître l'impact ou décide de cacher l'impact, parce qu'en fait, c'est possible de prendre les sessions précédentes, et de pouvoir calculer avec les nouvelles balises, mais ça n'a pas été fait. Donc nous, on se retrouve avec cette réforme. On demande aux étudiants si oui ou non, ils pourraient être finançables. Un tiers qui nous répond non. Et puis ensuite, on a fait notre travail de consultation. Il y a 50 000 étudiants qui demandent le retrait de la réforme décret-paysage. C'est énorme, c'est un quart des étudiants. Et donc, il faut pouvoir les entendre. Et ça fait depuis des années maintenant qu'on se bat contre cette réforme décret-paysage. Et on voit enfin maintenant que les politiques écoutent et qu'il y a un vrai problème. Sinon, il n'y aurait pas eu. Est-ce qu'on pouvait quand même reconnaître que ce chiffre de 1 étudiant sur 3 qui serait concerné, il est probablement surévalué? Non, pas forcément, parce qu'il y a des chiffres des établissements qui le confirment. La LMO a dit à la prochaine rentrée... La LMO, c'est une haute école. Ah oui, haute école à Liège, qui dit 2000 étudiants risquent d'être non finançables à la prochaine rentrée. On a aussi Vinci qui a sorti ces chiffres. C'est plus ou moins un tiers des étudiants. Alors que nous, on avait évalué ce chiffre-là sur 5 ans, sur une cohorte d'étudiants. Et là, on voit vraiment que nos estimations, en fait, se confirment. Et c'est pour ça qu'il y a un débat aussi fort sur cette réforme décret-paysage. S'il n'y avait pas eu de problème, on n'en serait pas là comme ça maintenant. Eric, vous reconnaissez que ce brouillard sur les chiffres, il est quand même un peu handicapant. Ça, le Conseil des recteurs et rectrices francophones dit à chaque fois qu'il communique qu'on aimerait bien avoir des chiffres, ce serait un débat un petit peu plus serein. Oui, mais parce que si on parle de quelques centaines d'étudiants ou de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bien entendu, mais le problème, c'est que le système ne permet pas d'avoir les chiffres. Pourquoi? Parce que chaque étudiant a un programme individuel. Et on ne peut pas faire d'extrapolation sur base des examens précédents. C'est extrêmement compliqué.
compliqué parce que j'entends bien qu'on dit oui, ben, on a les chiffres des réussites des examens. Mais en réalité, ça ne veut rien dire parce que de nouveau, chaque étudiant est dans une situation différente en raison du fait que chaque programme d'études est différent. Et donc, on ne peut pas comparer, si on compare tous les étudiants qui ont passé le même examen, et si on s'arrête là, en fait, on compare des pommes et des poires. Et donc, c'est extrêmement difficile. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on a voulu évaluer le décret Marcourt et qu'on a annoncé la réforme, après 7 ans, il y a encore, dont notamment certains députés, mais dont notamment les auteurs de la proposition maintenant, qui ont dit 7 ans, c'est trop tôt pour avoir déjà une idée concrète et pour évaluer. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour les étudiants, c'est un petit peu angoissant, qu'ils peuvent avoir un sentiment d'injustice de se dire on a les décrets, on n'arrive pas à les évaluer, mais finalement, nous, on risque de devoir être obligés d'arrêter nos études. Mais pas à partir... Ça, c'est quelque chose, on présente comme si c'est ça l'actualité, c'est qu'il y a des étudiants qui vont être exclus de la finançabilité. Ça a toujours existé. Et pour moi, ce qui est important... Peut-être pas dans les proportions qu'annonce la FEF. Non, mais ces proportions-là, tout le monde sait maintenant que les chiffres qui ont été avancés par la FEF, on a essayé de savoir comment ces chiffres ont été calculés. On n'a jamais réussi à avoir une réponse à cette question-là. On nous a dit, vous, des vagues sondages qui ont été menés il y a 2 ans. Avec quelle méthodologie? Comment est-ce que... Ça ne s'improvise pas, ces sondages-là. Ce n'est pas à nous de fournir les chiffres au gouvernement. Hein. Donc nous, on est les représentants étudiants. Notre rôle est de pouvoir consulter les étudiants sur une réforme qui est sortie. On ne peut Maintenant, pas évaluer un dispositif juste au moment où on vient de le mettre en place. Mais ce n'est pas un peu cruel de se dire on doit attendre l'évaluation et en attendant, on a peut-être plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plus d'étudiants qui risquent d'en faire les frais. Je ne pense pas, parce que le dispositif commence déjà, en réalité, à montrer ses effets positifs. Et ça, sur la base des chiffres, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de chiffres, mais sur la base des peu de chiffres qu'on a, l'approche est positive. On constate qu'il y a des incitants positifs. Émile Oxage, donc on ne sait pas ce qui va se passer au Parlement de la Fédération et à Bruxelles. Est-ce que ce n'est pas mettre tout le monde dans l'insécurité que de changer aussi souvent les règles du jeu et d'avoir fin avril un vote qui va changer les choses pour les examens qui sont dans 1 mois ou 2? En tout cas, on peut entendre vraiment qu'au niveau des démarches administratives, ça va rajouter une charge de travail au personnel. Et donc, on demande vraiment de pouvoir accompagner ces changements par plus de moyens. Par contre, si on veut parler au nom des étudiants, et c'est pour ça qu'on a été élus, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui au nom de 50 000 étudiants, c'est de changer ces règles de manière urgente avant que les étudiants soient exclus. Ouais, comment ça va se passer dans votre département, Rick van den Noot? On prépare les examens, vous avez déjà une idée de ce qui va se passer? Alors là, on ne peut rien préparer parce qu'on ne sait pas, 1, si le texte va être voté dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. 2, s'il est voté dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, il y a des incertitudes très importantes parce qu'il est très mal rédigé, il y a des contradictions internes. Donc, il y a une demande d'avis au Conseil d'État qui va probablement partir. Oui. On espère que ça va un tout petit peu aider les choses, mais là, pour l'instant, les équipes administratives sont vraiment suspendues à un fil après 2 années de travail qui sont annihilées. Ouais. Donc ça, c'est quand même... Toute dernière question, ce sera la conclusion. Sur le fond, on garde le décret paysage au-delà de l'année qui vient. Dans le futur, il faut le garder? La réforme, vous voulez dire? Oui. Non, le décret en tant que tel. Le décret Glattini, on doit le garder? La réforme Glattini, je pense qu'il faut la garder parce qu'elle structure les choses et c'est vraiment extrêmement positif pour les étudiants, surtout que j'ai entendu beaucoup parler de la précarité des étudiants et en réalité, le fait de réduire un peu la durée des études réduit aussi la précarité des étudiants. Et Émile Oxage, vous serez d'un avis contraire sur le futur, au-delà de l'année qui vient? Il faudra retirer le décret? Il faut la retirer de manière définitive et de pouvoir vraiment agir sur les causes de l'échec et accompagner les jeunes vers la réussite à un diplôme qui est le plus proche possible et le plus rapide possible. On a compris que sur le fond, il y a quand même une certaine différence entre vos deux positions. Émile Oxage, présidente de la Fédération des étudiants francophones, et Rick van den Noot, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles. Demain, c'est Raja Mawan qui sera l'invité de Plus d'Actu, coprésidente d'Ecolo, l'émission du vendredi. Vous connaissez la formule. Vous pouvez envoyer vos questions à plusdactu@bx1.be par mail ou interagir sur les réseaux sociaux de BX1. Et c'est Michel Guéhière qui relaiera vos questions à l'antenne. Et puis moi, je serai de retour demain matin dans Bonjour Bruxelles à partir de 7h. On recevra notamment Alain Marron demain matin. Continuez à bien vous informer et à demain.